Si vous avez roulé sur les routes de France, vous avez croisé un berlier. Le camion à la locomotive sur la calandre, celui qui montait l'école dans un grondement de diesel, le car qui emmenait les enfants en colonie. Un nom qu'on connaissait sans même y penser. Derrière ce nom, le premier constructeur français de poids lourds, des centaines de milliers de camions sur toutes les routes du pays, une usine-ville de 400 hectares près de Lyon. Berliet avait survécu à 2 guerres mondiales, survécu au bombardement de son usine, survécu à la mise sous séquestre et à 4 ans de gestion ouvrière, survécu à la quasi-faillite. Et puis, en 1980, la locomotive a disparu des calandres de France. Comment un nom que toute la France connaissait a-t-il pu un jour s'effacer sans bruit ? Chapitre 1. La marque à la locomotive. Cette histoire commence, comme tant d'histoires industrielles françaises, dans un atelier où l'on avait froid. En 1894, à Lyon, un fils de fabricant de soieries assemblait sa première automobile dans un local si étroit qu'il fallait, dit-on, sortir la voiture pour pouvoir travailler autour d'elle. Il s'appelait Marius Berliet. Il avait 28 ans, presque aucune instruction technique et une idée que les hommes de son temps mettront des années à partager. Que la mécanique n'était pas un jeu de gens fortunés, mais l'industrie qui allait refaire le pays. C'était un homme dur, catholique rigoriste, autodidacte entêté, patron qui ne déléguait rien et ne pardonnait pas grand-chose. Il venait du monde de la soie lyonnaise, ce monde d'ateliers et de métiers où l'on apprenait très tôt que rien ne se gagne sans la main. Mais il avait l'œil, et il avait le sens du métal. En 1899, il fonde son affaire. En 1902, il rachète à Lyon l'usine Audibert et Lavirotte et se met à produire des automobiles qui très vite se font une réputation d'une netteté redoutable. Elles ne cassent pas. À une époque où la voiture était encore un caprice capricieux, un objet qui tombait en panne autant qu'il roulait, on savait qu'une Berliet, elle, tenait la route. C'était sa signature. La solidité comme marque de fabrique. Comme religion presque. Il faut se souvenir de ce qu'était la France de ces années-là. La Troisième République, l'industrialisation qui gagnait Lyon quartier par quartier, l'automobile qui passait lentement du jouet de gens riches à l'outil de travail. Berliet avait senti ce basculement avant presque tous les autres. Là où beaucoup voyaient une mode passagère, une curiosité de salon, lui voyait poindre une industrie. Là où d'autres fabriquaient des voitures pour amuser quelques messieurs le dimanche, lui construisait des machines pour faire travailler un pays tout entier. C'est cette intuition-là, plus que tout autre talent, qui allait faire de lui un géant. Cette réputation-là va traverser l'Atlantique. Vers 1912, une firme américaine, l'American Locomotive Company, qu'on appelait ALCO, verse à Marius Berliet 500 000 francs or pour le droit de copier 3 de ses modèles, jugés d'une robustesse remarquable. Arrêtons-nous une seconde sur le sens de la chose, car il est plus grand qu'il n'y paraît. Ce n'est pas un constructeur français qui va chercher aux États-Unis une licence de fabrication, comme cela se fera si souvent plus tard. C'est l'inverse exact. C'est une grande société américaine qui paie en or le savoir-faire d'un Lyonnais. Berliet en tirera un orgueil qu'il affiche sur ses calandres. Pour honorer cette Amérique qu'il avait payée, il choisit pour emblème une locomotive chasse-buffle, la machine des grandes plaines de l'Ouest. La marque à la locomotive était née. Retenez cette image parce qu'elle va revenir. Un demi-siècle plus tard, le même orgueil chez le même constructeur ira lui aussi chercher en Amérique, non plus de l'argent cette fois, mais le moteur du plus grand camion du monde. La boucle n'est pas un hasard, c'est un caractère de famille. Ce qui fait de Berliet un empire, cependant, ce n'est pas l'Amérique, c'est la guerre. Pendant la Grande Guerre, le camion Berliet CBA devient la bête de somme de la voie sacrée, cette route unique, étroite, par laquelle Verdun est ravitaillé pendant des mois entiers, jour et nuit, sans jamais s'interrompre. En 1916, au plus fort de la bataille, 40 camions par jour sortent des chaînes lyonnaises. 40 par jour. Chacun de ces châssis apportait des hommes, des obus, du pain, jusqu'à la fournaise du front.
Les commandes militaires changent tout. Elles imposent d'investir massivement en machines et surtout en surface. Une petite affaire d'automobile ne suffit plus. Il faut de l'espace, à la mesure de ce que la France demande à ses usines. Et pour la surface, Marius Berlier voit grand, et il voit rusé. En 1915, il fait acheter un terrain de 400 hectares entre Vénissieux et Saint-Priest, dans la banlieue sud de Lyon. Mais il l'achète sous un faux nom, un certain monsieur Trible. Trible, c'est l'anagramme de Berlier. L'idée était simple, et elle dit tout de l'homme. Si les propriétaires avaient su que l'acheteur qui convoitait leur champ était le grand Berlier, les prix auraient doublé, triplé, du jour au lendemain. Alors le patron s'est effacé derrière une anagramme pour acheter à bon compte les terres qui allaient bientôt porter son nom en lettres immenses. Sur ces 400 hectares, l'architecte René-Yves Bornarel dessine une usine modèle, pensée d'un seul tenant pour la fabrication en série. Les ateliers alignés, la piste d'essai et tout autour, une cité ouvrière avec sa ferme, son école, sa cantine. Le paternalisme industriel à l'échelle d'un combinat. On ne construisait pas seulement une usine à Vénissieux, on construisait un monde, avec ses horaires, ses familles, sa sirène du matin, un monde dont Marius Berlier entendait bien rester le seul maître. Il ne le savait pas encore, mais ce monde-là, un jour, allait lui échapper. 2 fois même. Et la première serait la plus étrange. Chapitre 2. L'usine sans son nom. Après la Grande Guerre, Berlier fait un choix qui décidera de tout le reste. Il abandonne peu à peu l'automobile de tourisme pour se concentrer sur ce qui l'a rendu puissant. Le poids lourd, le car, le véhicule militaire. C'est là qu'est l'avenir, et c'est là qu'il sera le premier. La gazelle tout-terrain d'abord, celle qui portera les soldats et franchira les pistes. Puis, à partir de 1949, la fameuse série GL, un camion produit à plus de 100 000 exemplaires en 27 ans jusqu'en 1977. 100 000. Songez à ce que cela veut dire, année après année. Pendant plus d'un quart de siècle, sur toutes les routes de France, la locomotive chasse-buffle finit par devenir un élément du paysage, aussi familier qu'un clocher au bout d'une plaine ou qu'une borne kilométrique au bord de la nationale. Berlier, c'est le camion qu'on croise en montant vers le col. Berlier, c'est le car qui emmène les enfants en colonie. Berlier, c'est le premier constructeur français de poids lourds, un nom que chaque Français connaissait sans même avoir à y penser, un nom devenu presque synonyme du mot camion lui-même. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Berlier n'était pas une entreprise parmi d'autres. C'était une institution, presque un service public officieux. Ces cars emmenaient les ouvriers à l'usine et les enfants à la mer. Ces véhicules militaires équipaient l'armée française sur plusieurs continents. Ces châssis roulaient outre-mer, sur les pistes d'Afrique, partout où la France déployait son drapeau et ses ambitions. Fonder sa vie sur Berlier, à Vénissieux, ce n'était pas seulement avoir un emploi et une paye. C'était appartenir à quelque chose de plus grand que soi. Une maison qui avait traversé les guerres, les crises, les régimes, et qui chaque matin faisait sonner sa sirène pour rappeler à toute une ville l'heure qu'il était. On réglait les montres sur Berlier. On réglait les vies sur Berlier. Perdre ce nom, un jour, ce ne serait pas perdre une marque, ce serait perdre un repère. Mais avant cet âge d'or du poids lourd, la maison lyonnaise traverse l'épreuve la plus étrange de toute son histoire. Une épreuve où elle va perdre son nom une première fois, non pas sur la calandre, mais dans les faits, dans le droit, dans la réalité brutale de l'après-guerre. Pendant l'occupation, Marius Berlier a livré des camions aux Allemands. 2 de ses fils ont accompagné en Allemagne des ouvriers partis y travailler. À la Libération, la note se présente vite et elle est lourde. Le 3 septembre 1944, Marius Berlier est arrêté, sans mandat. Le 5 septembre, le commissaire de la République à Lyon, un homme nommé Yves Farge, fait placer l'entreprise sous séquestre. Le 13 septembre, les 4 fils, Jean, Henri, Maurice et Paul, sont arrêtés à leur tour. En juin 1946, Marius Berlier est condamné à 2 ans de prison et à la confiscation de ses biens. Le fondateur, le patron absolu, celui qui achetait ses terres sous un faux nom pour ne rien payer de trop,
se retrouve dépossédé de tout ce qu'il avait bâti de ses mains. Alors commence une expérience que la France industrielle n'a presque jamais connue ailleurs et qu'il faut raconter parce qu'on l'a laissé s'effacer des mémoires. Berliet sans Berliet. Pendant 4 ans, sous administration provisoire, la grande usine est gérée par ses propres ouvriers, portés par la CGT lyonnaise. L'administrateur Marcel Monnier tient les comptes. Le ministre de la Production industrielle, Robert Lacoste, se déplace en personne pour constater ce laboratoire social qui est devenu Vénissieux. Et le laboratoire, d'abord, fonctionne. On prend soin de la cité ouvrière, de la ferme, des familles ouvrières. Les chaînes redémarrent. Les camions sortent des ateliers avec le même sérieux qu'avant. Pour un temps qu'aucun de ceux qui l'ont vécu n'oubliera, la grande usine du patron rigoriste appartient à ceux dont les mains la faisaient tourner. C'était une chose presque impensable, et pourtant elle a eu lieu, ici, entre Vénissieux et Saint-Priest. C'est ici qu'il faut nommer ceux que l'on oublie toujours dans ces récits, parce qu'ils n'ont jamais laissé de nom sur une calandre, ni de signature sur un plan. Vénissieux, depuis les origines, s'est bâti sur une main-d'œuvre venue d'ailleurs. Des Italiens d'abord, des Espagnols, des Portugais, puis, dans les décennies qui suivront, des ouvriers venus du Maghreb. La cité Berliet et, plus tard, le quartier des Minguettes en garderont longtemps la mémoire, dans les noms, dans les visages, dans les langues qu'on entendait le matin devant les grilles. Ce ne sont pas les 30 Glorieuses, cette abstraction commode qu'on invoque de loin, qui ont monté ces camions. Ce sont des hommes qui arrivaient à la première équipe, dans le froid du matin lyonnais, avec des accents venus des 3 rives de la Méditerranée. Ils étaient là dès le commencement. Ils ont bâti autant que les autres, et souvent dans de moins bonnes conditions que les autres. Cette usine était aussi la leur, entièrement la leur. L'expérience ouvrière, pourtant, ne tiendra pas. Une partie du personnel se désengage à mesure que les années passent et que la fatigue vient. L'État, qui a un temps envisagé de nationaliser Berliet, laisse traîner l'affaire, puis y renonce sans le dire vraiment. Et il ajoute à tout cela un détail d'une cruauté administrative presque parfaite. La direction ouvrière est contrainte de payer les 143 millions de francs d'amende dus par les anciens patrons. Pesez bien la chose une seconde. Voilà des ouvriers qui gèrent une usine dont on a chassé le propriétaire, et à qui l'on présente un matin ordinaire la facture de ce même propriétaire. Ils avaient fait tourner la maison pendant 4 ans, honnêtement, et on leur faisait régler les dettes de l'homme qu'on avait mis en prison. Il y a des injustices qui ont la froideur d'un tampon administratif. Celle-là en était une. La fin de cette histoire arrive par le haut, comme toujours dans ce pays. Marius Berliet meurt le 17 mai 1949, sans avoir jamais revu son usine sous son contrôle. 2 mois plus tard, le 22 juillet, le Conseil d'État ouvre la voie à la restitution de l'entreprise à la famille. Elle sera confirmée le 28 décembre 1949. Les Berliet récupèrent Berliet. Le nom revient sur la maison, gravé de nouveau dans le marbre du droit. Et parmi les fils qui reprennent alors la barre, il y en a un, le cadet, celui qu'on avait arrêté à 20 et quelques années et relâché, qui va bientôt vouloir quelque chose que personne, dans toute l'histoire de l'industrie française, n'avait encore osé vouloir. Chapitre 3. Un avion au-dessus du Sahara. Il s'appelait Paul Berliet. C'était le plus jeune des 4 fils, et c'est lui qui, au début des années 50, revient peu à peu à la tête de l'entreprise fondée par son père. On dit souvent des héritiers qu'ils se contentent de gérer ce qu'un autre a créé, d'en garder les murs et d'en compter les recettes. Paul Berliet, lui, voulait créer à son tour. Il avait grandi dans l'ombre d'un père écrasant. Il avait connu la prison à la Libération, à peine sorti de la jeunesse. Il avait vu la maison familiale passer entre les mains des ouvriers, puis revenir à la famille par un arrêt du Conseil d'État. Et il portait en lui une ambition qui n'appartenait qu'à lui, une ambition qui ne demandait qu'un déclencheur. Ce qu'il allait vouloir, personne d'autre dans l'entreprise ne le voulait. Personne d'autre, sans doute, ne l'aurait même osé imaginer.
Écoutons-le raconter la chose lui-même. Bien des années plus tard, il livrera le récit de la naissance de son idée en des termes qu'il faut entendre exactement, mot pour mot. L'idée de concevoir un camion géant m'est venue en décembre 1956, à bord d'un avion survolant la partie occidentale du Sahara. Il fallait un navire haut de bord. Un navire. Retenez le mot, parce qu'il contient tout le personnage. Il ne parle pas d'un camion. Il ne dit pas un engin, un véhicule, un poids lourd, un tracteur. Il dit un vaisseau. Un navire haut de bord, comme on en arme pour affronter la haute mer. C'est toute la différence entre un industriel qui répond sagement à une commande et un homme qui voit, depuis un hublot, à des milliers de mètres au-dessus des dunes, quelque chose que les autres ne voient pas encore. Ce qu'il voyait, sous les ailes de l'avion, c'était un problème et une promesse, noués ensemble. Le problème s'appelait le sable. La promesse s'appelait le pétrole. En 1954, on avait découvert dans le Sahara algérien, alors français, d'importants gisements d'hydrocarbures. Pour un pays qui sortait des restrictions, qui rêvait d'indépendance énergétique, qui voyait dans son empire la clé de sa grandeur retrouvée, c'était une nouvelle immense. Le désert allait donner à la France son pétrole. Encore fallait-il l'en extraire. Et pour l'extraire, il fallait acheminer jusqu'au cœur des dunes des masses considérables. Des tronçons de derrick, des colonnes de forage, des charges indivisibles qui pesaient des dizaines de tonnes et qu'on ne pouvait ni couper, ni démonter, ni fractionner en morceaux plus légers. Or, entre le port et le gisement, il y avait des centaines de kilomètres de sable. Les compagnies pétrolières s'y essayaient avec ce qui existait de plus robuste sur le marché mondial. Des camions américains Kenworth, éprouvés, taillés pour les grands espaces de l'Ouest. Et ces camions, dans le sable mou du Sahara, atteignaient leurs limites. Les meilleurs mécaniques du monde s'enlisaient jusqu'aux essieux. Le désert gagnait, chaque fois. C'est un directeur de la compagnie Shell qui invite Paul Berlier à venir voir la difficulté de ses propres yeux. Fin 1956, l'industriel lyonnais survole donc le Sahara occidental, et le constat est sans appel. Rien de ce qui roule n'est à la mesure de ce désert. Là où un autre aurait conclu que le problème dépassait les forces d'un seul constructeur et qu'il valait mieux le laisser aux Américains, Paul Berlier conclut, lui, qu'il fallait tout simplement construire l'outil qui n'existait pas encore à la surface de la Terre. Non pas améliorer l'existant, non pas agrandir un camion connu, inventer une catégorie neuve. Ce qui suit tient de la folie méthodique, et c'est peut-être le plus beau de tout le récit. Une mission d'étude est aussitôt dépêchée sur place. Elle dure 8 jours, du 20 au 28 janvier 1957. 8 jours pour arpenter les dunes, mesurer les pentes, peser les charges, éprouver la portance du sable sous une roue et fixer un cahier des charges d'une simplicité vertigineuse. Un camion capable de franchir les dunes du Sahara avec 50 à 60 tonnes de charge sur le dos. 8 jours d'observation dans le désert pour définir le plus grand camion jamais conçu par un être humain. À l'époque, on mettait davantage de temps à dessiner une automobile de tourisme ordinaire, une simple berline pour les routes de France. Et puis, feu vert. Paul Berlier décide, seul. Il n'y a pas de comité qui délibère pendant des mois. Pas d'étude de marché qui pèse longuement le pour et le contre. Pas de conseil d'administration qui exige des garanties de rentabilité avant d'engager le premier franc. Il y a un homme, une conviction, et une maison familiale qui se met au travail sur l'ordre de son cadet. L'engin est mis en chantier dans le plus grand secret, à l'abri des regards, des journalistes et des concurrents. Et il est construit, écoutez bien ce délai, parce qu'il est à peine croyable, en moins de 9 mois. 9 mois pour passer d'une idée née dans le ciel du Sahara à un colosse d'acier qui roule sous son propre poids. À la fin de l'été 1957, le premier Tessan quitte les usines lyonnaises de Berlier. Dans les ateliers de Vénissieux, pendant ces 9 mois, les ouvriers assemblaient une chose dont ils ne comprenaient pas toujours l'usage. Un châssis grand comme une halle, des roues plus hautes qu'un homme, un objet qui n'entrait dans aucune catégorie connue de la mécanique. On travaillait dans le secret, sans en parler au dehors, sur consigne stricte. Certains, dit-on, doutaient.
À quoi pouvait bien servir un monstre pareil, et où roulerait-il jamais? Mais on obéissait au cadet, parce qu'à Berliet on obéissait toujours au patron, et parce que, au fond, il y avait dans cette démesure quelque chose qui touchait à la fierté du métier. Construire l'impossible, c'était aussi prouver qu'on en était capable. Les mains de Vénitieux, qui savaient déjà tout monter, montaient maintenant l'extraordinaire. Et elles le montaient bien. Chaque soudure, chaque boulon de ce géant portait la signature d'un savoir-faire que la ville avait mis un demi-siècle à accumuler. 9 mois, le temps d'une gestation humaine. Et c'est bien le mot qu'il faut employer, parce que ce qui allait naître là ne ressemblait à rien de ce que l'on avait vu rouler jusqu'alors sur la surface du monde. Chapitre 4. Le cœur américain du géant français. Il faut essayer de se le représenter vraiment, parce que les chiffres seuls n'y suffisent pas. 15 mètres de long, 5 mètres de large, environ 4,45 mètres de haut, la hauteur d'une maison de 2 étages, posé sur des roues. 50 tonnes à vide, avant même la moindre charge. 100 tonnes une fois chargées au maximum. 6 roues, dont chacune à elle seule pèse près de 1000 kilos, le poids d'une petite voiture, dans chaque roue. Et sur ces roues, des pneumatiques Michelin de 2,20 mètres de hauteur. Un homme adulte, debout à côté d'une de ces roues, le bras levé, n'atteignait pas le sommet du pneu. C'étaient les plus grands pneus du monde à cette époque, fabriqués tout exprès pour ce monstre et pour lui seul, car aucun manufacturier n'en avait jamais eu l'usage auparavant. 6 roues, toutes motrices, toutes entraînées par la mécanique. Un objet conçu non pas pour aller vite, il ne dépasserait jamais l'allure d'un homme au pas dans les dunes, mais pour ne jamais, jamais s'arrêter dans le sable. Et c'est ici, au cœur même du géant français, que se cache la plus belle ironie de toute cette histoire. Une ironie que Berliet a soigneusement cachée à l'époque et qu'il faut aujourd'hui exposer en pleine lumière. Berliet était parfaitement capable de concevoir son propre grand moteur. Ses ingénieurs en avaient d'ailleurs lancé l'étude, un 12 cylindres en V, maison, français, dérivé de la robuste famille de moteurs 6 cylindres de la marque. C'était dans leur corde. Mais ce moteur-là ne serait jamais prêt dans les délais fous imposés par Paul Berliet. On ne développe pas un tel bloc en quelques mois. Or, aucun moteur européen de plus de 300 chevaux n'existait alors sur le marché, prêt à l'emploi. Comprenez bien la situation dans laquelle se trouvait l'entreprise. Le patron voulait son camion en 9 mois, et le seul moteur assez puissant pour mouvoir un tel colosse n'existait tout simplement pas en Europe. Alors Berliet a fait ce que Berliet avait toujours su faire, depuis le temps de la locomotive chasse-buffle. Il est allé frapper à la porte de l'Amérique. La porte, cette fois, c'était celle du motoriste Cummins. Les Américains proposaient un 12 cylindres en V diesel de près de 30 litres de cylindrée. Un moteur de marine, un moteur que l'on montait sur des bateaux, sur des groupes électrogènes, sur certaines locomotives. 600 chevaux, portés ensuite à 700. La boîte de vitesse semi-automatique à 4 rapports, elle aussi, traversa l'Atlantique. Elle venait de chez l'américain Clark. Le plus grand camion français avait donc un cœur américain et une transmission américaine. Le constructeur qui avait fait d'une locomotive de l'Ouest son emblème, 50 ans plus tôt, retournait puiser sa puissance là où il l'avait toujours, au fond, secrètement admirée. Mais l'histoire de ce moteur ne s'arrête pas là, et elle devient presque théâtrale. Au salon de 1957, sous le capot du T100 offert au regard de la France entière, il y a bien un moteur Berliet, superbe, imposant, tricolore. Sauf qu'il ne fonctionne pas. C'est une maquette. Une coquille sans vie, posée là pour l'honneur du drapeau, pour que nul dans la foule ne devine que le géant national battait d'un cœur étranger. Le vrai moteur, celui qui faisait avancer le monstre dans les dunes, était caché ailleurs, hors de vue, et il était américain. Quant au moteur français, celui qui n'avait jamais eu le droit de propulser le colosse qu'il était pourtant censé habiter, il finira sa carrière loin des sables, dans des groupes électrogènes et à bord de péniches. Le moteur national, dessiné pour un empire, réduit à faire tourner des dynamos et à pousser des barges sur les canaux du Nord. Et pourtant, ce n'est pas encore le détail le plus stupéfiant de la mécanique.
car ce colosse était si massif, si lourd, que la direction et le freinage ne pouvaient tout simplement pas fonctionner comme sur une mécanique ordinaire. Tourner ce volant à l'arrêt, freiner 100 tonnes lancées dans le sable, cela réclamait une assistance hydraulique de tous les instants, une force qu'aucun bras humain ne pouvait fournir. Alors les ingénieurs de Vénissieux ont eu une idée qui tient du génie et du bricolage à la fois. Ils ont boulonné au châssis un second moteur, entier, indépendant. Un petit bicylindre à plat, un Dyna-Panhard d'environ 850 cm3, c'est-à-dire le moteur d'une voiture de tourisme, tout ce qu'il y a d'ordinaire, une vraie petite auto française que des familles conduisaient le dimanche sur les routes de campagne. Sa seule mission, sur le Tessan, entraîner la pompe hydraulique de la direction et recharger les batteries, sans qu'on ait besoin de lancer l'énorme Cummins pour la moindre manœuvre. Arrêtez-vous un instant sur cette image. Un moteur de voiture complet, avec ses cylindres, sa vie propre, sa mécanique entière, réduit au rang de servante d'un autre moteur. Une automobile tout entière, ravalée au rôle de simple domestique hydraulique, juste pour permettre à un homme, là-haut dans sa cabine, de tourner son volant. Là-haut, justement, dans la cabine, il faut imaginer l'homme qui conduisait cela. Perché à plusieurs mètres du sol, il ne pilotait pas un camion, il commandait un navire, exactement comme Paul Berliet l'avait rêvé depuis son hublot au-dessus des dunes. Sous lui, tout ce poids d'acier et de charge s'ébranlait lentement, sans hâte, avec la lourdeur patiente d'un paquebot qui quitte le quai. On ne lançait pas le Tessan, on le mettait en mouvement, et l'on accompagnait ce mouvement, comme on gouverne une masse plutôt qu'on ne la dirige. Dans les dunes, il avançait au rythme d'un homme qui marche, parfois moins vite encore, mordant le sable de ses 6 roues, refusant de s'enliser là où tout le reste s'était enlisé avant lui. Le chauffeur, isolé dans le vacarme du diesel américain, ne voyait devant lui que l'immensité ocre et le tremblement de l'air chaud. Derrière, la trace des pneus géants s'imprimait dans le sable comme le sillage d'un bateau dans l'eau. C'était lent, c'était monstrueux, c'était, à sa manière, magnifique. Et surtout, cela fonctionnait, car là où les meilleurs camions du monde renonçaient et faisaient demi-tour, le géant lyonnais, lui, passait. Il faisait exactement ce pourquoi on l'avait imaginé et bâti à marche forcée. Il franchissait ce que rien d'autre au monde ne pouvait franchir. Le reste était à l'avenant, taillé pour l'impossible. Des freins à disques multiples, de conception aéronautique, étanches au sable pour qu'aucun grain ne vienne les gripper, dessinés par la maison Messier, 4 par roue. Une capacité à gravir des pentes de 25% dans le sable mou, là où les Kenworth américains s'enlisaient sans espoir de repartir. Et une soif à la mesure de tout le reste. Près de 240 litres de gazole aux 100 km, puisés dans 2 immenses réservoirs qu'il fallait remplir comme on ravitaille un navire. Le Tessan ne consommait pas du carburant. Il le buvait. Mais Paul Berliet ne l'avait jamais conçu pour être économe, ni raisonnable, ni rentable. Il l'avait conçu pour être invaincu. Et pour l'instant, en cet été 1957, il l'était. Il ne restait plus qu'à le montrer au monde. Chapitre 5. Vedette du salon. En octobre 1957, le Tessan numéro 1 quitte les usines lyonnaises pour rejoindre Paris et le 44e salon de l'automobile. Il y va par la route, sur ses propres roues. On imagine mal aujourd'hui ce que cela pouvait vouloir dire. Ce colosse, remorqué par un autre camion Berliet, escorté par des motards ouvrant la voie, traversant la France au pas, de ville en ville, de nationale en nationale, à travers les campagnes de l'automne. Et tout au long du parcours, il se produit quelque chose que personne n'avait prévu ni organisé. Les gens sortent de chez eux. Ils préviennent les voisins. Ils se massent sur le bord des routes pour le voir passer. On l'acclame comme une vedette. Un camion. On acclamait un camion comme on aurait acclamé un champion cycliste au sommet d'un col dans le Tour de France, ou une reine étrangère en visite officielle.
La France entière se déplaçait pour voir passer une machine de son industrie. À Paris, il fallut lui construire un hall de présentation sur mesure, spécialement, parce qu'aucune des halles existantes du salon n'était à sa taille. On bâtissait une architecture pour recevoir un camion. Paul Berlier, contemplant la foule qui se pressait autour de son vaisseau, parlera d'un peuple fier de son audace technique. Et il n'avait pas tort. Repeint en rouge vif, le numéro 1 ira ensuite briller au salon de Genève et de Francfort, ambassadeur d'acier d'une France qui, cette année-là, se croyait capable de tout entreprendre et de tout mener à bien. Les journaux s'en emparèrent. Les actualités filmées le montrèrent aux spectateurs des cinémas, entre deux reportages sur la reconstruction et la modernité qui venait. Le plus grand camion du monde était français, lyonnais, sorti des mains d'ouvriers de Vénissieux, et cela suffisait à remplir de fierté un pays qui, 10 ans plus tôt à peine, sortait des ruines et des tickets de rationnement. On ne se demandait pas alors s'il serait rentable, combien il s'en vendrait, ni pour combien de temps encore le désert qu'il avait fait naître resterait français. On regardait le colosse dressé dans son hall sur mesure, et l'on se sentait grand avec lui. C'était cela aussi, le rôle véritable du Tessan. Non pas rapporter de l'argent, mais dire au monde, en lettres de 10 mètres, de quoi la France était encore capable. Car il faut resituer ce moment, sans quoi on ne comprend rien à l'émotion qu'il souleva dans le pays. 1957, ce n'est pas seulement le Tessan. La même année, à quelques mois près, la Citroën DS entre en pleine commercialisation et sidère le monde entier par sa modernité, sa ligne, son confort presque irréel. À Saint-Nazaire, on pose l'acquis d'un paquebot qui portera le nom même du pays, France. Dans les bureaux d'études, des ingénieurs dessinent l'avion de ligne qui deviendra la Caravelle et qui fera rêver toute une génération. Sur l'estuaire de la Seine, le pont de Tancarville monte vers le ciel, le plus grand pont suspendu d'Europe. Le Tessan appartient à cette famille-là, à cette France qui construisait des géants et qui ne doutait pas une seconde de son droit à les construire. Mais il y a, dans ce triomphe, un fil sombre que personne, dans la foule en liesse du salon, ne pouvait encore voir tisser sous la gloire. Le Tessan naît en 1957. Or, la guerre d'Algérie, elle, a commencé en 1954, 3 ans plus tôt. Le vaisseau du désert a été rêvé, conçu, construit à marche forcée pour un Sahara français. Et au moment précis où la France l'acclame dans les rues de Paris et sous les ors du salon, ce Sahara-là est déjà en train, silencieusement, inexorablement, de cesser d'être français. C'était l'apogée, le point le plus haut de toute l'aventure. Le plus grand camion du monde, dressé au milieu de Paris, salué comme le symbole éclatant d'un pays sûr de sa puissance et sûr de son empire. Mais derrière ce sommet, le monde était déjà en train de se refaire. L'empire pour lequel ce monstre avait été imaginé se défaisait, sans bruit, pendant qu'on l'applaudissait. Et personne, à l'intérieur de cette gloire d'octobre, n'entendait encore le bruit que faisait le sol en se dérobant lentement sous les roues du géant. Chapitre 6. L'orphelin du désert. Il faut maintenant dire une chose difficile, une chose que le triomphe du salon avait recouverte de ses applaudissements. Le plus grand camion du monde fut un échec. Un échec commercial complet, sans nuance et sans appel. On en construisit 4 exemplaires. 4. Pas 40, pas 400. 4 en tout et pour tout. Et l'encyclopédie aujourd'hui ne s'embarrasse d'aucune précaution pour le qualifier, elle parle d'un cruel échec. Le premier de ces géants, celui que la France avait acclamé sur les routes de l'automne, ne fut jamais au fond qu'un modèle d'exposition. Une vedette, oui, mais une vedette qui ne travailla presque pas. Suivons-les, ces 4 colosses, parce que leur destin dispersé raconte à lui seul la fin du rêve. Ils sont comme 4 enfants d'une même portée, partis chacun vers un sort différent, et pas un seul vers celui qu'on avait imaginé pour eux.
Le numéro 1, celui de Paris, celui de la gloire, est envoyé en Algérie en 1960. On l'allonge, on gonfle encore son moteur pour lui donner davantage de force. Il part enfin pour le désert qu'il avait fait naître, ce désert dont on l'avait rêvé maître et souverain. Il y est toujours. Quelque part, sur une terre algérienne, immobile depuis des décennies, rongé par le sable et brûlé par le soleil, il attend une restauration qui ne viendra sans doute jamais. Le vaisseau amiral échouait au bout du monde sur le rivage même qu'il devait conquérir. Le numéro 2 est le plus abouti des 4, le seul qui travailla vraiment au Sahara comme on l'avait promis. Celui-là, un jour, reviendra en France. Nous le retrouverons à la fin de cette histoire et son retour aura le goût d'un enterrement autant que d'un sauvetage. Le numéro 3 fut construit en version Ben, à 10 roues, commandé non pas pour le pétrole, mais pour la mine d'uranium de Bessines-sur-Gartempe, dans le Limousin. Il y transporta le minerai, il fit sa besogne obscure, loin des projecteurs et des salons, jusqu'en 1964 où il quitta la mine. Puis il disparut de l'histoire. Berlier le détruisit. Et le numéro 4, le tracteur, connut le sort le plus étrange de tous. En 1962, on lui greffa à titre expérimental une turbine à gaz turboméca à la place du diesel. Une turbine comme sur un hélicoptère. On voulait voir si l'avenir de la puissance était là, dans cette technologie neuve. Mais la turbine, montée sur ce monstre déjà assoiffé, se révéla d'une soif proprement inextinguible. Elle buvait davantage encore que le diesel qu'elle prétendait remplacer. On revint au moteur classique, Penaud. Puis, comme le numéro 3, le numéro 4 fut jugé trop problématique et détruit à son tour par la maison même qu'il avait enfantée. Berlier démolissant ses propres géants, à peine 5 ans après les avoir montrés fièrement à la France entière. Voilà où en était rendue l'aventure. Mais pourquoi cet échec ? La réponse n'est ni technique, ni commerciale, ni même industrielle. Elle est historique et elle est immense. Le Tessan avait été conçu, pensé, rêvé pour un Sahara français. Et le Sahara, en 1962, cessa d'être français. Il faut prendre la mesure de ce basculement parce qu'il dépasse de loin le sort d'un camion. Ces années-là sont celles où la France perd son empire, morceau après morceau. L'Indochine était déjà partie, le Maroc et la Tunisie venaient d'accéder à l'indépendance, et l'Algérie, après une guerre longue et déchirante commencée en 1954, devenait à son tour une nation souveraine. Or, c'est précisément là, dans ces dunes qui cessaient d'être françaises, que le Tessan avait sa seule raison d'exister. L'indépendance de l'Algérie lui retira d'un seul coup son marché et son sens. Le pétrole des dunes, celui-là même qui avait fait rêver Paul Berlier depuis son avion, passa à une Algérie nouvelle. Et cette Algérie, pour sa mobilité dans le sable, se tourna vers d'autres fournisseurs, américains le plus souvent. Le camion français conçu pour porter l'Empire se retrouvait orphelin de l'Empire. On avait bâti un vaisseau superbe pour un océan qui, en quelques années, avait changé de propriétaire. Le monstre n'avait rien fait de mal. Il était parfait pour ce qu'on lui demandait. Le monde, simplement, s'était refait autour de lui et l'avait laissé sans emploi, magnifique et inutile, comme une armure trop grande pour l'époque qui venait. Il y a quelque chose de proprement tragique dans cette coïncidence de date. Le Tessan fut acclamé en 1957, au sommet de la confiance française. Il fut rendu inutile en 1962, 5 ans plus tard à peine. 5 ans pour passer du symbole de l'Empire au vestige de l'Empire. On l'avait bâti en un temps record. L'histoire, elle, ne mit que 5 années à le priver de tout sens. Rarement un objet aura résumé aussi vite l'illusion d'une époque. La certitude que la France resterait ce qu'elle avait été, que le Sahara demeurerait français, que la seule puissance industrielle suffirait à retenir un monde qui, déjà, s'en allait. Et pendant que le Tessan devenait ainsi une splendeur sans usage, la maison Berlier, elle, commençait à vaciller sur ses bases. Il faut bien distinguer les deux choses, ne pas les confondre. Ce ne sont pas les 4 camions géants qui ruinèrent l'entreprise.
Il ne pesait presque rien dans les comptes d'une maison qui produisait des milliers de véhicules chaque année. Non. Ce qui minait Berliet était plus lent, plus sourd, plus profond et bien plus dangereux. Au milieu des années 60, un rival montait en face. Il s'appelait Saviem, le pôle poids lourd de la régie Renault, né en 1955, adossé à toute la puissance de l'État français. Saviem grignotait les parts de marché de Berliet, contrat après contrat, année après année. La trésorerie de la maison lyonnaise se tendait. L'usine vieillissait, les investissements devenaient difficiles à financer. Des conflits sociaux éclataient dans les ateliers, durs, répétés, à mesure que l'inquiétude gagnait les équipes. L'entreprise perdait des marchés avec l'armée et avec l'État. Ces marchés qui, depuis les camions de Verdun, avaient été le socle même de sa puissance et de sa fierté nationale. Le premier constructeur français de poids lourds glissait, lentement, vers la dépendance. Ce n'était pas faute de talent ni de courage. C'était une affaire d'échelle. L'industrie du camion, dans ces années-là, changeait de dimension. Pour rester dans la course, il fallait investir des sommes colossales, produire toujours plus grand, s'allier ou disparaître. Les constructeurs allemands et suédois montaient en puissance, adossés à des marchés et à des capitaux que la maison lyonnaise ne pouvait égaler seule. Une entreprise familiale, si fière et si compétente fût-elle, n'avait plus tout à fait la taille d'un monde qui exigeait désormais des géants. Berliet avait su construire le plus grand camion de la Terre. Mais il n'était plus assez grand, lui, pour survivre seul dans l'industrie qu'il avait contribué à faire naître. Et c'est là toute l'amertume de la chose. Le constructeur qui avait fait la démonstration la plus éclatante de sa puissance technique se découvrait, dans le même temps, trop faible pour rester libre. La gloire et la vulnérabilité, chez Berliet, avaient grandi ensemble, du même pas. Le vaisseau du désert et la perte de l'indépendance sont les deux visages d'une même décennie. Et Paul Berliet, l'homme qui avait osé le plus grand camion du monde, se retrouvait à chercher, pour sa propre maison, quelque chose de bien moins glorieux qu'un vaisseau du désert. Il cherchait un partenaire, un appui, un sauveur, quelqu'un, n'importe qui, pour l'aider à tenir encore un peu. Il allait le trouver. Mais le remède, cette fois, se révélerait pire que le mal qu'il prétendait guérir. Chapitre 7. La maison qu'on absorbe. Ce qui suit n'est pas l'histoire d'une usine qu'on ferme. C'est l'histoire, plus rare et plus insidieuse, d'une maison indépendante qu'on absorbe. Lentement, poliment, décision après décision, jusqu'à effacer son nom de la surface de la Terre. 3 décisions. Chacune ferme une porte derrière elle. Chacune éloigne un peu plus les Berliet de Berliet. Et chacune, prise isolément, paraît raisonnable. C'est cela peut-être le plus terrible dans toute cette affaire. Il n'y a pas de crime. Il n'y a que des décisions sensées qui, mises bout à bout, aboutissent à une disparition. La première tombe en 1967. Le groupe Michelin, qui contrôle Citroën depuis 1934, reprend les activités de Berliet, alors au bord de la faillite. Le mécanisme est industriel, presque comptable. On transfère chez Berliet la fabrication des camions Citroën. Berliet produira sous cette houlette un autobus qui connaîtra un grand succès et qui roulera bientôt, lui aussi, sous d'autres couleurs que les siennes. Sur le papier, c'est un rapprochement raisonnable, une consolidation, le genre d'opération dont les journaux économiques parlent en termes rassurants et modernes. Dans la réalité, c'est la fin d'un monde. Berliet, fondé en 1899, resté familial à travers 2 guerres mondiales, à travers la mise sous séquestre et 4 années de gestion ouvrière, Berliet cesse d'être indépendante. La famille perd la main sur la maison qui porte son nom. Paul Berliet reste en place. Il dirige encore. Il paraît encore commandé. Mais au-dessus de lui, désormais, il y a Michelin. Le patron a un patron. C'est la première fois que cela arrive
depuis que Marius avait construit sa première automobile dans son atelier sans toit. La lignée qui avait acheté ces terres sous une anagramme, qui avait survécu à la prison et à la confiscation, cette lignée n'est plus tout à fait maîtresse chez elle. On ne l'a pas chassée, on l'a coiffée. C'est plus doux qu'une expulsion. C'est aussi, à sa manière, plus définitif. Pour comprendre ce que fut ce moment, il faut se rappeler ce que Berliet représentait encore. Ce n'était pas une affaire en difficulté parmi d'autres. C'était un nom qui, depuis Verdun, incarnait une certaine idée de l'industrie française. Indépendante, familiale, enracinée dans un territoire, capable de folies magnifiques comme le vaisseau du désert. Perdre cette indépendance, ce n'était pas seulement changer d'actionnaire au bas d'un document. C'était renoncer à une manière d'être. Désormais, les grandes décisions se prendraient ailleurs, selon d'autres logiques que celles d'un homme regardant le désert par le hublot d'un avion. Berliet, pourtant, savait encore faire de grandes choses. Ses camions et ses cars comptaient parmi les meilleurs d'Europe. L'autobus qu'il produisit sous la houlette de Michelin roula dans les rues de dizaines de villes françaises. Le talent n'avait pas disparu. Ce n'est jamais le talent qui manque dans ces histoires. C'est l'indépendance. Et une fois qu'elle est perdue, tout le reste, le savoir-faire, la fierté, les hommes, se met à travailler pour un autre. La deuxième décision est plus grave encore, et elle ne vient plus des affaires. Elle vient de plus haut. Elle vient de l'État lui-même. Au début des années 70, Michelin veut à son tour se défaire de Citroën et de Berliet, devenus trop lourds à porter. L'acheteur qui se présente est italien. C'est Fiat. Le géant de Turin est prêt à reprendre le premier constructeur français de poids lourds, à l'intégrer dans son vaste empire européen. L'affaire est d'abord acceptée, négociée, presque conclue. Les mains se serrent. Et puis, en 1974, le gouvernement français oppose son veto. Non, il n'est pas question, décide Paris, de livrer à l'étranger le fleuron du camion national, la maison de Verdun, la marque à la locomotive, l'entreprise qui roulait sur toutes les routes de France depuis 3/4 de siècle. Berliet ne sera pas italien. Nous sommes en 1974, une année charnière pour le pays. La France change d'époque et de président. Le premier choc pétrolier vient de frapper de plein fouet. La longue fête des 30 Glorieuses touche à sa fin, même si personne encore ne veut vraiment l'admettre. Dans ce climat d'inquiétude neuve, l'idée de céder à l'étranger un fleuron national avait quelque chose d'insupportable. L'État se voulait protecteur. Il l'était, à sa manière. Mais protéger un nom et sauver une entreprise ne sont pas toujours la même chose. Et l'on allait bientôt s'en apercevoir à Vénissieux. Le veto est un geste de fierté. Un geste de souveraineté, dirait-on aujourd'hui. Il part d'un sentiment que chacun, dans le pays, pouvait comprendre et partager. Mais il laisse Citroën et Berliet au bord du gouffre, sans repreneur, sans issue, avec une seule porte de sortie possible. Et cette porte, c'est l'État qui la dessine et qui l'impose. Le gouvernement oblige alors la Régie Renault, à travers ce même Saviem qui rongeait Berliet depuis 10 ans, à intégrer la maison lyonnaise. Dans le même mouvement, il organise et finance la reprise de Citroën par Peugeot. Le rattachement de Berliet à la Régie devient effectif en 1975. Le rival d'hier devient le propriétaire d'aujourd'hui. Celui qui grignotait Berliet le tient désormais tout entier. Pesez ce que cela signifie, non pas dans un bureau parisien, mais sur le terrain, à Vénissieux, dans la cité ouvrière, dans les ateliers où la sirène sonne encore chaque matin. Cette année-là, Berliet compte 24 000 salariés, près de 20 000 pour le seul bassin lyonnais au début de la décennie. C'est l'un des plus gros employeurs de toute la région, l'un des poumons de l'agglomération de Lyon. 24 000 familles dont l'avenir bascule dans une décision prise ailleurs, par des hommes qui n'avaient jamais entendu un matin d'hiver la sirène de Berliet
résonnaient sur les toits de Vénissieux. Ces 24 000 personnes n'étaient pas une abstraction, une ligne dans un rapport. C'étaient des tourneurs, des fraiseurs, des monteurs, des soudeurs, des dessinateurs, des femmes à l'atelier et au bureau, des filles qui avaient suivi leur père, des immigrés venus d'Italie, d'Espagne, du Portugal, du Maghreb, qui avaient trouvé là, à Vénissieux, une place et une dignité. Autour d'eux vivait toute une ville. Les commerces, les écoles, les clubs de sport, la cité ouvrière héritée du vieux Marius. Quand on décidait du sort de Berliet, on décidait aussi, sans toujours le mesurer, du sort de tout cela. Et voici l'ironie centrale de toute cette histoire, celle qu'il faut laisser résonner sans y ajouter le moindre commentaire. Pour sauver Berliet de l'étranger, on l'a dissous dans l'État. Pour protéger le nom d'un rachat italien, on l'a confié à son concurrent français de toujours. Le patron qu'on avait voulu défendre est devenu, sans l'avoir choisi, sans même l'avoir vu venir, le liquidateur du nom de son père. Paul Berliet, l'homme du navire du désert, celui qui avait décidé seul de bâtir l'impossible, assistait maintenant, impuissant, à l'absorption tranquille de sa maison par la grande mécanique de la politique industrielle. On l'avait sauvé. Et en le sauvant, on l'avait effacé. Il n'y avait pas d'ennemi dans cette pièce. Il n'y avait pas de traître, pas de rapace, pas de coupable qu'on pût désigner. Il n'y avait qu'une logique. La logique de l'État, la logique de la taille, la logique du marché. Et la logique, parfois, est plus impitoyable qu'un ennemi, parce qu'on ne peut même pas la haïr. On peut imaginer Paul Berliet, dans ces années-là, faisant le tour de l'usine que son père avait bâtie, sachant que le nom au-dessus des portes ne serait bientôt plus tout à fait le sien. Il avait connu la prison à la Libération pour le nom de Berliet. Il avait relevé la maison de Servine, imaginé son plus grand exploit, porté haut la locomotive sur toutes les routes de France. Et il lui fallait maintenant regarder tout cela passer sous une autre bannière. Non pas vaincu par un concurrent dans une bataille loyale, mais rangé, classé, intégré par la logique d'un État qui croyait sincèrement bien faire. Il n'y a pas de bataille dans cette fin. Il n'y a qu'une reddition douce, signée dans des bureaux, très loin des ateliers. La troisième décision fut la dernière, et elle porta cette fois sur le nom lui-même, sur la locomotive. En octobre 1978 naît Renault Véhicule Industriel, RVI. C'est la fusion de Berliet et de Saviem, désormais réunis sous une seule bannière, le seul constructeur français de poids lourds. Un colosse industriel celui-là, bien réel, bien vivant, bien rentable. Plus de 40 000 salariés, dont 22 000 venus de Berliet. 12 sites industriels à travers la France. Sur le papier, une réussite éclatante, la naissance d'un champion national capable de tenir tête aux Allemands et aux Suédois. Pendant 2 ans, les deux noms cohabitent sur les calandres, Berliet et Saviem, comme deux vieux rivaux forcés de partager la même maison. On hésite. On ménage les fidélités, les habitudes, l'attachement des clients à une marque qu'ils connaissaient depuis toujours. Puis la décision tombe, froide, rationnelle, imparable. Il faut une seule marque, une seule identité, un seul losange. 2 histoires, 2 fiertés, 2 emblèmes, ramenés à un seul, celui de Renault. Ceux qui virent, de leurs yeux, retirer la locomotive pour visser le losange à sa place, ne l'oublièrent jamais. Il ne s'agissait pourtant que d'un morceau de métal changé sur une calandre. Techniquement, rien du tout. Symboliquement, tout. C'était un demi-siècle d'histoire qu'on dévissait, tranquillement, à la clé plate, sur l'établi d'un atelier de Vénissieux. Dans les faits, un tombeau qui ne dit pas encore son nom. Car les marques Berliet et Saviem, d'abord maintenues côte à côte par prudence, par respect peut-être, sont abandonnées en 1980. Le losange Renault vient recouvrir, sur toutes les calandres de France, la vieille locomotive chasse-buffle, cet emblème né d'un contrat américain un demi-siècle plus tôt, du temps béni où l'Amérique payait Berliet en or pour lui emprunter son savoir-faire. Les gammes sont rebaptisées une à une. La gamme héritée de Berliet finira, quelques années plus tard encore,
sous un nom qui n'évoque plus rien de Lyon, ni de Vénissieux, ni de la sirène du matin. Et voilà. Ce n'est pas une usine qui ferme ses portes dans le fracas. Ce n'est pas une dernière coulée, un dernier feu qu'on éteint sous les yeux des ouvriers en larmes. C'est plus discret, et c'est plus définitif. En 1980, le mot Berliet cesse simplement d'exister sur un camion neuf. 81 ans après que Marius avait fondé sa maison, le nom s'éteint, sans bruit, presque sans que le pays s'en aperçoive. Chapitre 8. Le jour où la locomotive a disparu. L'effondrement ici n'a pas le visage qu'on lui connaît d'habitude. Il n'y a pas de grille cadenassée un matin de janvier. Pas de dernière équipe qui franchit le portail en emportant ses outils dans un sac de toile. Pas de machine qu'on démonte et qu'on expédie vers un pays qu'on ne saurait pas placer sur une carte. L'usine, elle, ne meurt pas. Elle continue. Les chaînes tournent. Les hommes viennent le matin, comme la veille, comme depuis toujours. Ce qui meurt, c'est un nom. En 1980, la locomotive chasse-buffle disparaît des calandres. Et les ouvriers de Vénissieux, ce matin-là et tous les matins d'après, montent désormais des camions estampillés Renault. Dans les mêmes ateliers, avec les mêmes gestes appris depuis l'apprentissage, avec les mêmes mains calleuses. La seule chose qui a changé, c'est le losange sur la calandre, à la place de la locomotive. Mais cette seule chose change tout. Imaginez ce que c'est. Vous avez passé votre vie à monter des berliers. Votre père, avant vous peut-être, en montait déjà. Le nom sur le camion, c'était un peu le vôtre. Le nom de votre travail, le nom de votre ville, le nom de votre paix et de votre retraite à venir. Et un jour, sans qu'on vous demande votre avis, ce nom n'est plus là. Vous faites pourtant exactement le même geste. Le même camion, ou presque, sort de vos mains. Mais il ne s'appelle plus comme vous l'avez appelé toute votre vie. On s'habitue bien sûr, on s'habitue à tout. Les camions Renault qui sortaient de Vénissieux étaient de bons camions, souvent d'excellents camions. Le travail restait fier, le métier restait beau. Mais quelque chose dans le rapport de l'ouvrier à sa tâche avait changé sans retour. On ne fabriquait plus le sien, on fabriquait celui d'un autre. La différence est invisible sur la chaîne. Elle est immense dans le cœur. Multipliez ce sentiment par des milliers, par tous ces hommes et ces femmes qui, du jour au lendemain, se mirent à assembler un camion qui ne portait plus leur nom. Aucun d'eux ne fit grève pour cela. On ne fait pas grève contre la disparition d'un nom. On serre les dents, on continue, on prend sa retraite un jour venu, et l'on emporte avec soi le souvenir d'un temps où le camion qu'on montait s'appelait comme la ville où on vivait. C'est une mort silencieuse, une mort qu'on n'enterre pas parce qu'il n'y a pas de corps, juste un vide à l'endroit précis où il y avait un nom. Il n'y eut pas de cérémonie, pas de discours, pas de minutes de silence dans les ateliers. On ne pleure pas un nom comme on pleure un homme. On s'aperçoit seulement, un jour, qu'il n'est plus là, et l'on ne saurait pas dire exactement quand il est parti. Souvenez-vous de ce que Berliet avait représenté. On réglait les montres sur cette usine. On réglait les vies sur ce nom. 3 générations, françaises et immigrées, avaient bâti leur existence autour de lui. Et voilà qu'il s'effaçait d'une calandre, comme on efface une inscription à la craie. Certains, parmi les plus anciens, gardèrent longtemps sur eux un vieux badge, une clé, un outil marqué de la locomotive, de petites reliques de poche. La preuve, tenue au creux d'une main calleuse, qu'on avait bien appartenu à quelque chose qui, désormais, n'existait plus que dans les mémoires. Et la ville, elle aussi, garda le nom bien après que les camions l'eurent perdu. On disait encore « Je travaille chez Berliet » des années après que Berliet eut cessé d'exister. Le nom avait quitté les calandres, mais il s'était réfugié dans la bouche des gens, dans la géographie de la commune, dans la mémoire ouvrière. C'est peut-être là qu'il a le mieux survécu, non pas sur le métal, mais dans les mots. Il y avait un homme, pourtant, qui refusait que tout cela disparaisse sans laisser de traces. Cet homme, c'était Paul Berliet. L'année même où le nom quitte les camions, 1980, la même année exactement, Paul Berliet fonde la Fondation Berliet.
pour préserver la mémoire, pour garder quelque part, à l'abri du temps, les archives, les plans, les photographies, les machines, l'histoire tout entière de ce que sa famille avait bâti pendant près d'un siècle. Mesurez ce geste. L'homme qui avait rêvé le plus grand camion du monde devenait le gardien de son propre souvenir. Celui qui, 20 ans plus tôt, construisait l'avenir en 9 mois, se faisait maintenant conservateur du passé. Il ne se battait plus pour vendre des camions. Il se battait pour qu'on n'oublie pas qu'ils avaient existé et que sa famille les avait faits. On raconte que la Fondation rassembla, au fil des ans, des milliers de documents, des véhicules, des photographies, tout un pan de l'histoire industrielle de la région. Un homme, à lui seul, s'était fait l'archiviste de sa propre dynastie. Pendant que le monde des affaires effaçait le nom, lui le gravait ailleurs, dans les archives, dans la mémoire, dans un musée où le vaisseau du désert finirait par le rejoindre. Il y a une justice discrète dans cette obstination. L'homme qui avait tout misé sur l'avenir finissait gardien du passé. Mais grâce à lui, ce passé ne fut pas perdu. Sans la Fondation Berliet, le plus grand camion du monde ne serait peut-être plus aujourd'hui qu'une ligne oubliée dans un vieux catalogue. Il n'y a pas de geste plus lucide. Il n'y a pas non plus, peut-être, de geste plus triste. Marius, lui, n'aura rien vu de tout cela. Le vieux patron était mort 30 ans plus tôt, persuadé sans doute que son nom durerait autant que ses camions. C'est souvent ainsi que finissent les grandes maisons familiales. Non pas dans une catastrophe spectaculaire, mais dans une absorption tranquille. Non pas emportées par un ennemi, mais dissoutes par des amis, des sauveurs, des logiques bienveillantes. Le fondateur meurt en croyant l'œuvre éternelle. Et une génération plus tard, l'œuvre est toujours là, active, prospère même, mais elle porte le nom d'un autre. Un an plus tard, en 1981, le numéro 2 revient à la maison. Le géant qui avait travaillé au Sahara, longtemps resté là-bas, est offert par l'Algérie. Il remonte vers la France, en passant par la Tunisie, traversant la Méditerranée comme une relique qu'on rapatrie. On le restaure avec soin. On le confie au musée de la Fondation, à Montelier, dans l'Ain, non loin de Lyon. Et là, il s'arrête. Pour de bon. Depuis 1981, il n'a pratiquement plus jamais bougé. 2 sorties. 2 en tout, en plus de 40 ans. Le vaisseau conçu pour ne jamais s'arrêter dans les dunes a fini par ne plus bouger du tout. Il y a là une image qu'on n'oublie pas. Le camion né pour l'infini du désert, pour les dunes sans fin et les horizons vides, réduit à l'immobilité d'une salle de musée. Le vaisseau qui devait ne connaître aucune limite, arrêté pour toujours par 4 murs et un toit. Ce qu'on avait construit pour vaincre l'espace était vaincu, à la fin, par une porte trop petite. Le reste n'est qu'une suite de noms qui s'effacent les uns après les autres, comme on tourne les pages d'un vieux registre qu'on referme. Ces noms, égrenés froidement, ne disent rien de ce qu'ils recouvrent. Derrière chacun, il y a des accords signés, des sièges sociaux qui s'éloignent, de Lyon vers Paris, puis de Paris vers la Suède, des décisions prises toujours plus loin des ateliers. À chaque changement de nom, le centre de gravité de l'entreprise glissait un peu plus loin de Vénissieux. En 1992, RVI devient Renault VI. En 2001, Renault VI passe sous le contrôle du Suédois AB Volvo. En 2002, naît la marque Renault Trucks, propriété du groupe Volvo. En 2004, Volvo inaugure à Vénissieux une nouvelle usine d'assemblage, pilotée par ordinateur. Moderne, efficace, suédoise. À chaque étape, l'usine gagnait en efficacité et perdait un peu plus de ce qu'il avait fait. Les effectifs se réduisaient au fil des restructurations
et des modernisations successives. Ce qui demandait autrefois des milliers de mains en réclamait toujours moins. Le progrès faisait son travail, comme partout. Et comme partout, il laissait derrière lui des vies qu'il fallait bien reconvertir, réorienter, parfois oublier. Sur les terres que Marius Berliet avait achetées sous un faux nom en 1915, on assemble toujours des camions. Chaque jour. Mais plus un seul, pas un seul, ne porte le nom qu'il avait payé si cher pour graver dans le paysage. Le lieu a survécu à tout, aux 2 guerres, au bombardement de l'usine, au séquestre, à la gestion ouvrière, à Michelin, au veto contre Fiat, à l'État, à Renault, à Volvo. Le lieu a survécu à tout, sauf au nom qu'il avait fait naître. Chapitre 9. L'usine Tournevis. Allons voir maintenant ce qui reste, aujourd'hui, sur ces 400 hectares entre Vénissieux et Saint-Priest. Le site est vivant. C'est la première chose qu'il faut dire, et c'est une chose rare dans ces histoires-là. Les grilles ne sont pas rouillées. Le parking n'est pas fissuré ni envahi par les herbes folles. La sirène, d'une certaine manière, sonne encore le matin. Sous pavillon suédois, au sein de Renault Trucks, l'usine produit toujours. Elle assemble des moteurs, des essieux, des composants d'électromobilité, et jusqu'à des vélos Carlo électriques, ces engins du siècle nouveau. Le XXIe siècle est passé par Vénissieux, et il y a trouvé de quoi faire tourner encore les ateliers. C'est une bonne nouvelle, et il faut la dire comme telle. Bien des usines de ces histoires-là, dans le Nord, dans l'Est, dans les vallées ouvrières de France, n'ont pas eu cette chance. Là où d'autres n'ont laissé que des friches et des grillages rouillés, Vénissieux a gardé son travail. Le lieu n'est pas mort. Ce serait mentir que de le peindre en ruine. Et pourtant, quelque chose manque. Quelque chose d'essentiel, que l'œil ne voit pas au premier regard, mais que l'histoire, elle, mesure exactement. L'urbaniste Éléonore Gendry a trouvé le mot juste pour le nommer. Elle appelle l'usine d'aujourd'hui une usine tournevis. Une usine qui importe des pièces des 4 coins du monde et les assemble sur place. Une activité, dit-elle, proche de la logistique. On ne fabrique plus vraiment à Vénissieux. On monte, on visse, on assemble des composants produits en grande série ailleurs, dans les usines Volvo réparties sur toute la planète. Mesurez la distance parcourue. Berliet, autrefois, fondait, forgeait, usinait tout lui-même, du début à la fin. Berliet fabriquait jusqu'à ses propres machines-outils, les machines qui faisaient les pièces qui faisaient les camions. Tout partait de la matière brute, du métal en barre, et ressortait fini, roulant, par la même porte. C'était cela, un savoir-faire véritable, une chaîne complète, tenue d'un bout à l'autre par des mains françaises et immigrées qui savaient exactement ce qu'elles faisaient et pourquoi elles le faisaient. Aujourd'hui, on reçoit des caisses venues d'ailleurs et on les assemble avec sérieux. Le travail est réel, les emplois sont réels, les gens y mettent leur métier. Mais le savoir-faire de la fabrication, lui, s'en est allé. Il n'a pas fermé dans un grand fracas. Il ne s'est pas éteint un matin d'hiver sous les yeux des caméras. Il s'est vidé, doucement, de sa substance, comme un corps qui garderait sa forme après avoir perdu ce qui le remplissait. L'usine est là, immense, active, utile, mais elle assemble ce que d'autres ont fabriqué loin d'elle. La main est restée à Vénissieux. Le savoir, lui, est parti ailleurs. C'est une autre forme de disparition, plus subtile que la fermeture. On ne perd pas l'usine. On perd ce qu'elle savait faire. On garde les murs, les emplois, l'activité, et l'on cède, sans bruit, la maîtrise de ce qu'on produit. Le corps travaille encore. L'intelligence de la fabrication, elle, s'est dispersée aux 4 coins de la planète. Et le vaisseau, dans tout cela, qu'est-il devenu? Le Tessan a 2 corps aujourd'hui, et ni l'un ni l'autre ne bouge plus. Le premier, le numéro 2, trône au conservatoire de la Fondation Berliet. Restauré, superbe, complet, magnifique. Un monument. Mais un monument si massif, si lourd, qu'il ne peut presque plus se déplacer. La chose qui avait été conçue pour franchir les dunes du Sahara, pour passer là où rien au monde ne passait, ne franchit même plus la porte de son propre musée.
Il est arrivé là un jour de 1981 et il y est resté. Le vaisseau du désert est à quai pour l'éternité. Le second corps, le numéro 1, est encore là-bas, quelque part en Algérie, sous ce soleil qui l'avait tant attendu. Immobile depuis des décennies, en attente d'une restauration qui, presque certainement, ne viendra jamais. 2 carcasses de géants aux 2 rives de la Méditerranée. L'une au musée, l'autre au désert. Toutes 2 arrêtées, à jamais. Toutes 2 témoins muets d'un rêve qui n'a plus, depuis longtemps, de raison d'être. Chapitre 10. Le vaisseau qui ne bouge plus. Le T100 n'a jamais rapporté un franc. Il faut le dire clairement, une dernière fois, sans détour. 4 exemplaires. Un cœur américain caché sous un capot français. Un marché évaporé en même temps que l'empire qui l'avait justifié. Sur toute échelle qu'on voudra choisir, la rentabilité, la production, l'utilité, la raison, ce fut un échec. Et pourtant, la France entière s'était massée sur le bord des routes pour le voir passer. Et pourtant, on avait bâti un hall exprès pour l'accueillir, au cœur de Paris. Et pourtant, aujourd'hui encore, on parle de lui, on se souvient de lui, tandis que des milliers de camions rentables et raisonnables sont tombés dans l'oubli le plus complet, sans que personne ne verse une larme sur eux. C'est le privilège étrange des échecs magnifiques. Ils survivent à leur défaite. Ils entrent dans la mémoire par la grande porte, précisément parce qu'ils n'ont pas plié devant le calcul. Le T100 n'a servi à rien, ou presque. Et c'est peut-être pour cela, justement, qu'on ne l'oublie pas. C'est qu'il ne disait pas la réussite, ce camion. Il disait autre chose, de plus rare et de plus fragile. Il disait l'ambition. La conviction, aujourd'hui perdue, peut-être pour toujours, qu'une maison française, familiale, indépendante, pouvait décider en 8 jours de construire le plus grand camion du monde et le faire en 9 mois pour la seule fierté de prouver qu'elle en était capable. Sans étude de marché, sans garantie de rien, par pur orgueil de bâtisseur. 23 ans après le triomphe du Salon, ce nom qui avait osé tout cela disparaissait des calandres de France. La maison avait glissé de main en main, Michelin, L'État, Renault, Volvo, et il ne restait, à la fin, plus rien du nom sur aucun camion neuf. Le lieu, lui, travaille encore. Il n'a jamais cessé. Sur les terres achetées sous une anagramme, les chaînes tournent toujours, ce matin même. Mais elles tournent pour d'autres, sous d'autres noms, avec des pièces venues d'ailleurs. Il n'y a rien de honteux à cela. C'est le sort de bien des usines françaises, et Vénissieux, au moins, tourne encore. Mais entre l'usine qui fabriquait ses propres machines et celle qui assemble des pièces venues du monde entier, il s'est perdu quelque chose qui ne se mesure ni en emploi, ni en chiffres. Quelque chose qui tenait à la fierté de tout faire soi-même, du métal brut jusqu'au camion fini. Et il reste le géant, au fond de son musée. Trop lourd pour bouger, trop grand pour la porte, conçu pour franchir tous les déserts du monde, et désormais incapable de traverser une salle. C'est peut-être cela, au fond, qui demeure de Berliet et de son vaisseau. Non pas une leçon, non pas un coupable qu'on désignerait du doigt. Juste un colosse immobile, dans le silence d'un conservatoire de lin, et le souvenir tenace d'un temps où un homme pouvait regarder le désert par le hublot d'un avion et décider, seul, contre toute raison, de construire l'impossible.